Bonjour et bienvenue dans la webconférence Secteur public du monde informatique. Comment moderniser et pérenniser le parc applicatif des administrations centrales? Tel est le vaste sujet que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de Cécile Schuster, qui est directrice de l'offre Business Applications chez Microsoft France. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Clément Gramont, qui est directeur avant-vente chez Hitachi Solutions. Bonjour Clément. Bonjour Sylvain. Alors, tout d'abord, première question naïve, avant d'entrer dans le vif du sujet, on parle de low-code, mais c'est quoi le low-code? Le low-code, c'est la capacité à créer et à mettre en œuvre des applications, des agents virtuels, des sites web, un flux de processus, sans aucune ligne de code. L'ensemble par une interface graphique en glisser-déposer par exemple. Donc le bénéfice pour les organisations, c'est tout simplement de savoir digitaliser et automatiser des processus et donc des gains de temps et d'efforts bien sûr. Et pourquoi donc est-ce si important que de développer en low-code aujourd'hui? C'est très important en ce moment et pour les années à venir parce qu'on estime à 750 millions le nombre d'applications qui vont devoir être développées d'ici 2025. 750 millions, c'est plus que le nombre d'applications qui ont été développées sur les 40 dernières années. Donc c'est considérable. Et en même temps, nous avons une pénurie des talents puisqu'on estime à 4 millions le nombre de développeurs qui nous manquent pour réaliser cela. Donc les bénéfices du low-code sont incroyables dans la mesure où, par le biais du low-code, nous sommes capables d'accélérer la mise en œuvre d'applications tout en s'appuyant sur l'ensemble des talents d'une organisation, y compris des personnes qui ne sont pas développeurs. Alors, si on en revient à notre sujet, le secteur public, ce qui nous amène à être présents là tous aujourd'hui, à quels enjeux spécifiques du secteur public le low-code répond-il? Bien, il y a déjà les enjeux pour les administrants que Cécile vient de donner, de facilité, d'accélération de la digitalisation des services. Mais on va aussi accroître la satisfaction des usagers et des administrés, puisqu'on va pouvoir étendre les services publics à un plus grand nombre d'administrés. On va également pouvoir réduire les coûts de maintenance et augmenter l'autonomie des administrations, car la courbe d'apprentissage du low-code est beaucoup plus rapide. Et enfin, on va réduire les risques parce qu'on va pouvoir prendre en compte toutes les applications obsolètes. Il y en a un certain nombre dans les administrations centrales, dans les administrations publiques aujourd'hui, et on va pouvoir accélérer la modernisation de ces applications obsolètes. Vous avez un exemple concret d'application du low-code dans une administration en particulier? Oui, aujourd'hui, Hitachi Solutions, on travaille avec le ministère de l'Environnement britannique dans un vaste programme de transformation digitale autour de toutes les activités réglementaires. Donc ça va être l'attribution de permis de polluer, permis de s'installer pour des usines, des pêcheurs, etc. Et également le contrôle de ces permis, vérifier qu'ils sont respectés, et la mise en conformité si jamais ils ne sont pas respectés. Ça, c'était couvert par des dizaines d'applications différentes, silotées. Et le but de ce programme, c'est d'améliorer les services qui existent déjà, mais également les étendre. Si je prends un exemple, la gestion des déchets était gérée par un processus papier, comme aujourd'hui beaucoup de processus encore. Et donc, c'était forcément réduit un certain nombre de personnes accréditées à faire ces rapports papier. Aujourd'hui, il a été digitalisé, ce service, donc il est amélioré, mais il est aussi étendu à un plus grand nombre, et notamment à tous les administrés. Merci Clément. Mais alors, pourquoi le choix de Microsoft et du low-code est-il le plus pertinent dans ce cas? Bien, ce choix, il n'a pas été pris par hasard. Le premier enjeu du projet, ça a été de tous se mettre d'accord. Donc, il y avait beaucoup de parties prenantes qui travaillaient en silo, chacun de leur côté. Et donc, avant de démarrer, on a d'abord essayé de se mettre d'accord sur des grands principes de conception. Dans ces réunions, il y a deux principes qui en sont sortis. La première, c'est Cloud First, et la deuxième, c'est Low Code. Cloud First, on a choisi Microsoft, en l'occurrence, parce qu'il y avait déjà une grande familiarité du ministère de l'Environnement avec les technologies Microsoft, Cloud, Office, etc. Mais également parce que Microsoft, c'est un acteur qui garantit la confidentialité des données, la sécurité des données, et donc c'est des sujets qui sont clés pour le secteur public. Le low-code, enfin, c'est un formidable outil pour accélérer l'innovation.
Donc on a choisi le low-code parce que ça permet de développer plus vite, de créer des composants qu'on va pouvoir réutiliser. Donc plus on avance, plus on gagne en efficacité. Et ce qui fait que derrière, on se concentre sur les besoins utilisateurs, plutôt que se concentrer sur la technologie. Et en faisant ça, on se garde également du temps pour aller encore plus loin. Et notamment, le low-code permet également d'expérimenter de l'intelligence artificielle. Cécile, on en parlera plus tard. Mais dans le cas du ministère de l'Environnement, on utilise l'intelligence artificielle pour aider la prise de décision. On a une vingtaine de sources de données différentes qui donnent énormément de données. Et pour comprendre cette donnée et prendre des décisions, on a besoin d'aide et on a besoin d'intelligence artificielle. Et le low-code permet de créer ça très rapidement. Cécile, justement, on vient donc d'évoquer l'intelligence artificielle. Et quelles sont les tendances en matière d'usage du low-code? Quelles sont les principales évolutions que vous pouvez voir et que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Tu en as parlé, l'intelligence artificielle, c'est le premier point. Le second point, c'est vraiment la démocratisation. On est convaincu que le low-code va permettre de démocratiser les capacités de développement d'applications. Et c'est déjà en cours. En fait, nous avons déjà des utilisateurs en dehors des départements informatiques, en dehors de l'IT, qui créent des applications, alors sans même le savoir, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ça s'appelle low-code, mais c'en est, c'est comme M. Jourdain et la prose. Mais la démocratisation est vraiment en marche, avec pour nous cet objectif de faire en sorte que le développement d'applications soit aussi accessible qu'aujourd'hui le traitement de texte ou la création de documents de présentation, par exemple. Ça, c'est le premier point, la démocratisation. Et le second, c'est l'intelligence artificielle, qui va de pair d'ailleurs avec la démocratisation, et deux promesses. D'ailleurs, ce ne sont même plus des promesses, ce sont des réalités. La capacité à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour étendre les capacités du low-code. Donc, tu l'as évoqué, la capacité à détecter des images, par exemple. La capacité aussi à écrire en langage naturel une commande et donc à voir se générer le low-code. Donc, on n'est plus face au phénomène de la page blanche. On peut tout simplement avoir des gains de créativité aussi là-dessus. Le deuxième bénéfice de l'intelligence artificielle dans le low-code, c'est la capacité aussi à identifier des chemins d'optimisation ou d'amélioration d'une création d'application. Je donne un exemple. Un flux entre une commande et une facturation qui est aujourd'hui développé. On peut, grâce à l'intelligence artificielle, identifier des goulots d'étranglement au sein de ce processus et donc faire des recommandations d'optimisation. Donc ça, ce sont vraiment les deux tendances que l'on voit, avec pour nous vraiment la volonté que le low-code soit un outil de nouveau de démocratisation des capacités de création d'applications pour tous les besoins d'une organisation, toutes les entités d'une organisation, tous les collaborateurs, tous les agents d'une organisation, avec des bénéfices qui sont évidents en gain de temps et en gestion des coûts, en optimisation des coûts. Très bien, donc on le voit vraiment, le low-code, notamment pour les administrations centrales, est un véritable vecteur d'innovation. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, tu l'évoquais, on a encore beaucoup de processus qui sont papier. On estime à 30% le nombre de processus papier, donc on a encore beaucoup de chemin. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Clément de nous avoir apporté votre éclairage sur effectivement les bénéfices de l'usage du low-code dans les administrations et dans les organisations en général. Je vous remercie de nous d'avoir partagé avec nous votre éclairage et on se donne rendez-vous pour la suite de la webconférence.